Bonjour et bienvenue pour cette vidéo numéro 2 sur le chapitre Comment lutter contre le chômage. Grand 2, les appariements et le salaire d'efficience comme source de chômage structurel. Dans le modèle standard en économie, pour les terminales, considérez pour l'instant que le modèle standard est celui qui s'est imposé. Pour les niveaux supérieurs, le modèle standard sur lequel je ferai une vidéo spécifique est un modèle dans lequel l'économie est supposée converger vers un équilibre général, c'est-à-dire un état dans lequel tous les marchés, ceux des facteurs de production et ceux des biens de consommation, sont en équilibre, c'est-à-dire dans lesquels les offres et les demandes sur tous les marchés s'égalisent grâce à la coordination par le prix. Bien. Dans le modèle standard, le travail est considéré comme une marchandise, au même titre que tous les autres biens. Et le travail s'échange tout simplement sur le marché du travail. Le marché du travail, comme tous les autres marchés, est un marché concurrentiel. Cela signifie qu'il intègre les 5 hypothèses de la concurrence pure et parfaite vues en classe de première. Pour rappel, le marché en concurrence pure et parfaite est un modèle, une représentation simplifiée des marchés réels, construit dans le but de mieux les expliquer. Et les hypothèses de ce modèle sont très fortes. Les agents sont trop petits et trop nombreux pour influer sur le prix, c'est l'hypothèse d'atomicité. Les biens ne se distinguent que par leur prix, c'est l'homogénéité. Il est possible d'entrer et de sortir du marché sans coût, c'est la libre entrée et sortie. Le travail et le capital circulent librement d'un secteur d'activité à l'autre, c'est la libre circulation. Et tous les participants au marché disposent de toute l'information nécessaire, c'est la transparence de l'information. Bien, dans le modèle du marché concurrentiel à 2 dimensions, présenté ici à droite de l'écran, quantité en abscisse, prix en ordonnée, la quantité de travail échangée dans une économie et le taux de salaire, c'est-à-dire le salaire horaire, se déterminent sur le marché du travail. Il faut noter que c'est le taux de salaire réel, c'est-à-dire déflaté, qui constitue le prix sur le marché du travail. En effet, le modèle standard postule que les agents sont rationnels. Je ferai très rapidement une vidéo sur la rationalité en économie et ces agents ne sont donc pas victimes d'illusions monétaires. Ils sont capables d'intégrer l'inflation dans leurs calculs économiques et faire des choix à partir de ça. Bien, sur le marché du travail, l'offre de travail qui correspond aux quantités de travail agrégées qui émanent des travailleurs ou des chômeurs pour chaque niveau de taux de salaire est une fonction croissante du taux de salaire réel. Je donne dans un instant l'explication de la pente croissante de la courbe d'offre de travail. Mais pour l'heure, attention, l'erreur souvent commise par les élèves et les étudiants est de confondre l'offre de travail qui émane effectivement des travailleurs ou des chômeurs et les demandeurs d'emploi de France Travail. Donc faites attention. Ensuite, la demande de travail qui correspond aux quantités de travail agrégées désirées par les organisations productives, c'est-à-dire les entreprises principalement, mais aussi les administrations et les associations, pour chaque niveau de taux de salaire est décroissante en fonction du niveau de salaire. Et là aussi, j'explique dans un instant la raison de la pente décroissante de la courbe de demande. La confrontation décentralisée sur le marché du travail des offreurs de travail et des demandeurs de travail aboutit à la fixation d'un taux de salaire d'équilibre pour lequel les quantités demandées et les quantités offertes s'égalisent. Comment les agents sur le marché du travail décident-ils de la quantité de travail qu'ils vont vendre ou acheter ? L'offre de travail dépend de l'arbitrage entre le loisir, c'est-à-dire le temps libre, et la consommation permise par le taux de salaire réel. Si le salarié réduit son offre de travail pour aller en loisir, ce loisir aura un coût, qu'on appelle en économie un coût d'opportunité et qui correspond au taux de salaire qu'il ne recevra pas. Donc, si le taux de salaire augmente, il devient plus intéressant d'augmenter sa quantité de travail offerte. Et l'offre de travail est ainsi une fonction croissante du taux de salaire réel.
Rapidement sur la notion de coût d'opportunité, cela correspond à ce à quoi l'on renonce en faisant un choix. Par exemple, si je décide de faire 5 ans d'études, je renonce à 5 ans de salaire à occuper un emploi non qualifié rémunéré au SMIC par exemple. La demande de travail dépend de la comparaison entre le taux de salaire, qui est un coût pour l'entreprise, et la productivité horaire du salarié, et notamment de la dernière heure de travail embauchée, qui est la moins efficace. En économie, on parle de productivité marginale. Si cette productivité est supérieure au taux de salaire, alors l'entreprise continuera à embaucher. Donc, si le taux de salaire diminue, l'entreprise acceptera d'augmenter la quantité de travail demandée. Et la demande de travail est une fonction décroissante du taux de salaire réel. À noter, pour les niveaux première, terminale et supérieure, je ferai bientôt une vidéo sur le raisonnement marginaliste en économie. Retenez pour l'instant que, par exemple, le coût marginal d'un bien est le coût de la dernière unité produite de ce bien. La productivité marginale correspond à la productivité de la dernière heure de travail ou bien du dernier salarié embauché. Dans le modèle standard, le chômage involontaire ne peut pas exister. En effet, dans le modèle, le chômage correspond à une situation où la quantité de travail offerte par les travailleurs est supérieure à la quantité demandée par les organisations productives. Mais cette situation est impossible dans le modèle, car si le marché fonctionne de manière concurrentielle, le taux de salaire va bouger et l'équilibre sera restauré. La flexibilité du taux de salaire réel, en particulier à la baisse, permet dans le modèle le retour à l'équilibre. C'est un peu comme la bille dans le bol. Si vous lancez une bille dans un bol, elle va tourner, puis tourner, puis tourner pour finalement revenir à un équilibre stable. S'il existe du chômage, il ne peut être que volontaire, les travailleurs ne souhaitant pas offrir leur travail au taux de salaire d'équilibre. Pourtant, malgré le modèle, on observe bien du chômage involontaire dans les faits, alors la question est de savoir comment l'expliquer. Petit 1, qu'est-ce que le chômage structurel ? Jusqu'au début des années 1970, on croyait pour l'avoir observé maintes fois que le chômage augmentait seulement lorsque la croissance économique fléchissait et qu'il diminuait lorsque la production augmentait. Production mesurée par la croissance du PIB, je renvoie les élèves à leur chapitre sur la croissance économique. Depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, on constate que le chômage n'est plus le reflet inversé de la conjoncture macroéconomique. De manière fondamentale, le chômage structurel correspond à un chômage de longue période, c'est-à-dire un taux de chômage de long terme qui n'est pas directement dépendant des fluctuations de l'activité. Il est le résultat de structures inadéquates ou inadaptées sur le marché du travail qui ne permettent pas à l'offre de travail émanant des travailleurs et à la demande de travail émanant des organisations productives de s'ajuster de manière naturelle comme le modèle standard du marché du travail le prédit. Bien, première explication du chômage structurel. Les problèmes d'appariement sur le marché du travail sont source d'un chômage frictionnel et d'inadéquation. Les problèmes d'appariement, on dit mismatch en anglais, traduisent l'idée que l'offre et la demande de travail peuvent ne pas se rencontrer naturellement. Des difficultés relatives à la structure du marché du travail peuvent empêcher cette rencontre ou bien la retarder. Les retards ou les impossibilités d'ajustement ont plusieurs causes. Par exemple, la qualité du système de formation continue. Alors, la formation continue est la formation des adultes, si vous voulez, de ceux qui ont quitté le système scolaire et universitaire. Les élèves et la grande majorité des étudiants suivent une formation dite initiale. Bien. Autre explication, l'écart existant entre les qualifications de l'emploi et les qualifications des travailleurs. J'y reviens dans un instant. Ce peut être l'éloignement entre la localisation de l'offre d'emploi et le lieu de résidence du chômeur, ou encore l'évolution démographique, comme le vieillissement de la population. Ces problèmes d'appariement sont illustrés dans la courbe de Beveridge. William Beveridge était un économiste et homme politique britannique. Il fut directeur de la London School of Economics. Il est surtout connu pour son rapport parlementaire de 1942 sur la sécurité sociale. Il est plus connu sous le nom de rapport Beveridge, qui fournit les bases de réflexion à l'instauration de l'État-providence.
Ici, nous nous référons aux travaux de Beveridge sur le chômage et plus particulièrement à son livre écrit en 1944, Full Employment in a Free Society. La courbe de Beveridge, représentée ici à droite de l'écran, met en relation le taux de chômage noté U majuscule et les vacances d'emploi, les postes vacants notés V majuscule. Lorsque le taux de chômage diminue, les entreprises peinent à trouver des candidats pour occuper les postes qu'elles proposent. Le taux de vacances d'emploi est important. Inversement, lorsque le chômage augmente, d'une part, les entreprises ont davantage de candidats potentiels et d'autre part, les travailleurs acceptent plus facilement des emplois qui ne correspondent pas à leurs attentes, surtout sur le segment non qualifié. Et ainsi, le taux de vacances est faible. La position de la courbe de Beveridge par rapport aux axes montre la qualité des appariements sur le marché du travail. Lorsque la courbe s'éloigne de l'origine, alors les appariements sont de moins bonne qualité. Ce sont les frictions sur le marché du travail qui expliquent les problèmes d'appariement. En effet, il existe de manière naturelle un délai nécessaire pour qu'une personne à la recherche d'un emploi matche avec un poste à pourvoir dans une entreprise. La rencontre entre l'offre de travail et la demande de travail nécessite un certain délai. Les économistes parlent de friction. Le chômage frictionnel correspond au temps plus ou moins long qui existe entre la recherche d'emploi menée par les travailleurs, faire une prospection, envoyer des CV, rédiger des lettres de motivation, se rendre à des entretiens d'embauche, etc. et la recherche de travailleurs par les entreprises pour pourvoir un poste, convoquer des candidats, mettre en place des entretiens d'embauche, etc. Le chômage frictionnel est toujours présent dans une économie, on parle de chômage naturel. Cependant, si le délai se rallonge, alors le chômage devient structurel et ce délai est souvent fonction des structures du marché du travail, comme par exemple l'efficacité des organisations telles que France Travail, qui permettent la collecte d'informations nécessaires pour la recherche d'emploi. Autre explication, l'inadéquation spatiale et l'inadéquation des qualifications à l'origine de problèmes d'appariement. Bien, d'une part, le chômage peut s'expliquer par le fait que la localisation des postes à pourvoir est éloignée des demandeurs d'emploi. Par exemple, il existe des emplois dans une région géographique et les chômeurs se trouvent dans une autre région et ils sont peu mobiles car par exemple, ils sont propriétaires de leur logement. En 2021, sur l'ensemble des recrutements jugés difficiles par les employeurs, environ 23% le sont à cause d'un éloignement géographique. D'autre part, le chômage structurel peut également s'expliquer par une différence de qualification entre les chômeurs et les postes à pourvoir. Notons que la qualification comporte deux dimensions qui sont exigées au bac. La qualification individuelle correspond au savoir-faire, compétences, savoir qui proviennent de la formation initiale et continue et de l'expérience que possède un travailleur. Et la qualification du poste qui concerne les qualités exigées et définies par l'entreprise pour occuper un poste. B. Comment les asymétries d'information expliquent le chômage, notamment dans sa composante structurelle. Le concept de salaire d'efficience repose sur un concept classique de microéconomie, l'asymétrie d'information appliquée au marché du travail. Alors, l'asymétrie d'information est une défaillance du marché étudiée dans le programme de première et signifie simplement que l'une des parties à un échange dispose de davantage d'informations que l'autre et peut en user à son avantage. Je vous renvoie à la vidéo sur le fonctionnement du marché concurrentiel classe de première. L'objectif des auteurs qui sont à l'origine de l'asymétrie d'information sur le marché du travail est d'expliquer le chômage involontaire. Ils font le constat que, sur le marché du travail, la distribution de l'information entre les employeurs et les salariés est inégale. Dans la relation de travail, le salarié seul connaît son degré d'investissement, mais l'employeur n'a pas accès directement à cette information. Si l'employeur constate que le salarié tire au flanc, il peut le licencier. Dans le modèle standard du marché du travail, cette situation ne porte pas vraiment à conséquence pour le salarié. Il peut être immédiatement réembauché dans une autre entreprise au même salaire, puisque tous les salariés qui souhaitent travailler et dont les qualifications sont équivalentes sont embauchés au salaire du marché.
Il résulte de ceux qui précèdent un aléa moral. Je vous renvoie au chapitre de première sur les défaillances du marché. L'aléa moral est, avec la sélection adverse, l'autre grande défaillance de marché. Alors, le travailleur, une fois embauché, a intérêt à en faire le moins possible puisque l'employeur n'a pas les moyens de contrôler sa performance individuelle sans coût supplémentaire. C'est cela, l'aléa moral. Eh bien, pour désinciter les salariés à adopter ce comportement, l'entreprise a intérêt à payer plus que le taux de salaire du marché, c'est-à-dire celui qui équilibre le marché. Or, si le salarié est pris en train de tirer au flanc et licencié, il devra ainsi supporter une sanction, la perte d'un sursalaire qu'il touchait dans l'entreprise dont il a été licencié. C'est le salaire d'efficience qui correspond en fait à une incitation monétaire à fournir l'effort attendu par l'employeur. Dans le même temps, si un grand nombre de firmes augmentent les salaires ou fixent un salaire supérieur au salaire qui équilibre le marché, la demande de travail globale aura tendance à diminuer, créant une situation d'excédent, en l'occurrence un chômage involontaire. L'incitation à ne plus tirer au flanc se double de la peur du chômage.